Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes à Sud Radio, bien sûr. Vous êtes les bienvenus dans La Planète Demain, l'émission qui met à l'honneur les acteurs de l'écologie positive. Alors, dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Michael Fernandez, président fondateur de Volt & Go, une société qui fait le pari de la mobilité électrique sans permis. Mais tout de suite, nous recevons Jérôme Lafont, qui est directeur général de Ouigo, qui propose, Ouigo bien sûr, un moyen de transport écologique pour un prix très attractif. Bonjour Jérôme. Bonjour Christophe. Alors le monde a changé, l'environnement, le transport et même la façon de voyager. Les Français ne pensent pas aux vacances de la même manière que pouvaient le faire nos grands-parents qui voyageaient moins bien sûr et surtout moins loin. Pendant longtemps, les termes de moyens de transport écologiques ou d'émissions de carbone n'étaient pas au centre des débats. Alors qu'est-ce qui a changé selon vous ? Alors qu'est-ce qui a changé ? C'est une préoccupation qui est de plus en plus importante pour l'ensemble des Français finalement. Et puis ce qui a changé beaucoup aussi, c'est la démocratisation de la grande vitesse. Et puis Ouigo en est l'incarnation, puisque finalement Ouigo, c'est la grande vitesse et plus généralement la mobilité à petit prix, puisque Ouigo maintenant existe aussi sur les trains classiques. Et puis ça permet effectivement de proposer des prix qui sont très intéressants à l'ensemble des Français. On a un billet sur deux Ouigo qui est vendu à moins de 30 € chaque année. Et ça, finalement, ça a permis à la fois à des gens qui n'avaient pas forcément historiquement les moyens de voyager, de voyager à nouveau. Et puis surtout, c'est un vrai avantage pour SNCF Voyageurs pour pouvoir proposer des solutions qui sont beaucoup plus décarbonées par rapport à la voiture ou à l'avion, bien entendu. Alors comment Ouigo articule-t-elle cette injonction de plus en plus forte à adopter des modes de transport de plus en plus écologiques ? Pour Ouigo, c'est pas très compliqué parce que déjà le modèle Ouigo, comment on arrive à proposer des prix qui sont aussi bas, ça repose sur deux choses. D'une part, on fait rouler la rame le plus possible pendant toute la journée, donc elles sont maintenues la nuit. Et puis le deuxième élément qui est clé dans le modèle économique de Ouigo, c'est le taux de remplissage, c'est le taux d'occupation du train. Il doit être très important et il est très important. Ce qui fait que finalement, quand vous regardez les émissions de CO2 ramenées aux passagers, on est sur des émissions de CO2 qui sont très très faibles, puisque pour un Ouigo, on va considérer que c'est à peu près 2,2 grammes par passager et par kilomètre, là où pour une voiture, ça va être, alors selon qu'on parle de voiture électrique, entre 40 et 100 grammes, pour l'avion, 260. Alors on parle souvent du boomer, le fameux boomer qui était en moyenne déjà adulte quand il prenait ses premières vacances à l'étranger. Et une personne sur 5 n'était encore jamais sortie de son pays à l'âge de 30 ans. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? Les enjeux sont-ils les mêmes ? Ah oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé sur les Ouigo, par exemple, vous avez un client sur deux qui n'aurait pas pris le train s'il n'y avait pas eu Ouigo. Voilà, 1 sur 2. Alors sur ces un client sur deux, vous en avez une moitié, c'est des gens qui n'auraient pas voyagé du tout. Et puis l'autre moitié, c'est des gens qui auraient pris leur voiture ou qui auraient fait du covoiturage ou qui auraient pris l'avion. Voilà, donc on voit bien le rôle qu'a joué Ouigo depuis 11 ans, puisque Ouigo existe depuis 11 ans, pour finalement faire du transfert modal et décarboner le plus possible la mobilité. Alors, selon vous, les Européens ont-ils gagné en mobilité justement sur le temps de loisirs, sur leur temps de loisirs ? Je pense qu'ils gagnent de plus en plus sur leur temps de loisir. D'abord parce que la grande vitesse se développe beaucoup, parce que les initiatives de voyage ferroviaire européens sont de plus en plus nombreuses. Et puis, alors, pour revenir à Ouigo, c'est vrai que Ouigo, ça n'est pas qu'une initiative française, c'est une initiative qui fait des petits, qui se développe, puisque Ouigo s'est lancé en Espagne il y a 3 ans. Et on a déjà 10 millions de passagers qui ont été transportés en Espagne avec Ouigo. Et donc, ça montre bien le succès à la fois du ferroviaire et puis du ferroviaire à bas prix. Alors, selon les sondages, les Français prennent l'avion en moyenne 11 fois dans leur vie et visitent en moyenne 8 pays dans leur vie. Alors, bien sûr, les compagnies aériennes low cost ont démocratisé tout cela, mais pour le train, quelle a été votre politique à ce sujet ? Notre politique, ça a été exactement la même. Ça a été de pouvoir démocratiser la mobilité, démocratiser la grande vitesse, démocratiser le train classique. Et pour ça, Ouigo, c'est la meilleure solution. Alors, la meilleure solution, vous l'avez. Donc, aujourd'hui, quels sont les avantages du transport ferroviaire par rapport au transport aérien, justement ?
Bon, alors il y a des avantages qui sont évidents, centre-ville à centre-ville, le confort à bord avec la possibilité de travailler, la possibilité de se détendre, de voir. Enfin, c'est vraiment le temps utile, hein, le voyage en train. C'est le temps qui est vraiment maximisé. Et puis des avantages évidemment écologiques. On en a parlé un tout petit peu, mais c'est vrai que voyager en train, au final, ça va générer 95 à 97% de moins d'émissions de CO2 que si vous aviez pris un autre mode de transport. Donc c'est vraiment la solution la plus pratique. Donc une empreinte carbone beaucoup plus intéressante. Elle est très très basse. Hein. Enfin, si vous regardez les émissions de carbone en France, d'ailleurs le domaine des transports, c'est à peu près ça représente un tiers des émissions de carbone. Donc c'est vraiment énorme. Et le ferroviaire représente 10% des voyages, mais ne représente que 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien la bascule en fait, qui peut s'opérer quand vous prenez le train d'un point de vue écologique. Et côté Ouigo, on se satisfait pas juste de ça, et plus généralement côté TGV. En fait, on prend beaucoup d'initiatives pour pouvoir effectivement réduire le plus possible notre empreinte carbone. Alors justement, le train permet d'accomplir de longues distances avec une empreinte carbone faible. Connaissez-vous la proportion ou le rapport entre un voyage en train ou une voiture pour une même distance ? En termes d'émissions oui. Oui, bah, ça va être, pour le voyage en train, ça va être 16 fois moins qu'une voiture électrique et 30 fois moins qu'une voiture thermique. Ah oui, c'est énorme. Bon, alors pour l'avion, c'est 100 fois moins à peu près. Ouais. Les transports, tous modes confondus, représentent 31% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Existe-t-il un outil accessible à tous qui permettrait de comparer l'empreinte carbone des différents modes de transport ? Ouais, je pense qu'il en existe sur différents sites de voyage, mais le site SNCF Connect propose un éco-comparateur qui permet justement de voir les économies, les gains de CO2 finalement que vous faites en choisissant le train plutôt que d'autres modes de transport qui sont plus énergivores. Alors Ouigo propose aussi et préconise surtout auprès de sa clientèle des vacances vertes, plus respectueuses de l'environnement. Mais quelles sont vos nouvelles offres à ce sujet ? Alors Ouigo, en fait, on est déjà présent un peu partout en France. Hein. Ouigo dessert à peu près 60 destinations. On va continuer à se développer puisque à partir de fin de l'année prochaine, fin 2025, nous aurons beaucoup plus de rames, 30% de rames en plus, ce qui va nous permettre d'aller chercher 30% de trafic, de clients en plus. Et comment on va le faire en fait en se développant alors soit sur des destinations sur lesquelles nous sommes déjà présents. On a déjà annoncé par exemple qu'on ferait un 3e aller-retour Paris-Rennes à partir de fin 2025, qu'on allait se développer encore plus sur le Languedoc, sur Strasbourg. On regardait même, pourquoi pas, la création de Paris-Lille. Aujourd'hui, on n'est pas présent sur Paris-Lille. Mais aussi aller sur des destinations sur lesquelles nous n'étions pas présentes, comme le Pays Basque, donc pouvoir desservir Dax, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne et Hendaye. Donc c'est des choses sur lesquelles nous travaillons actuellement et qui permettent d'être de plus en plus présents sur l'ensemble du territoire et donc de proposer à l'ensemble des Français des solutions qui soient éco-responsables. Et justement, est-ce que vous avez des propositions ou plutôt des astuces à proposer à nos auditrices et nos auditeurs pour des vacances respectueuses de l'environnement ? La meilleure astuce, c'est effectivement prendre le train, c'est prendre Ouigo, c'est privilégier les modes doux en général. Et effectivement, le train est quand même très très bien placé pour ça. Et donc, si vous êtes sur une destination sur laquelle est Ouigo, on ne peut que vous conseiller de prendre Ouigo. Les prix sont très attractifs. Et puis, si Ouigo n'est pas présent, vous avez TGV Inouï qui, lui, peut desservir jusqu'à 300 destinations. Et donc, c'est là aussi un choix très pertinent pour la planète. Alors on sait que Ouigo est une solution donc avec une empreinte carbone très basse et une solution de déplacement très intéressant, très rapide, à petit prix. Comment Ouigo gagne de l'argent avec des tarifs qui sont très concurrentiels, puisqu'en fait lorsqu'on va sur le site Ouigo, on se retrouve avec des tarifs qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir sur SNCF notamment. Ouigo, effectivement, en grande vitesse, ça commence à 16 €. Train classique, on a des prix qui commencent à 10 €. Donc, effectivement, on séduit toutes les catégories de population, tous les Français, en particulier les jeunes, les familles qui sont vraiment très, très friands à la fois de la proposition ferroviaire et des prix qui sont associés. Effectivement, ça nous permet de pouvoir proposer des solutions qui sont très intéressantes. Alors justement, comment Ouigo propose-t-elle d'accompagner sa clientèle dans cette nouvelle aventure de voyage à moindre empreinte carbone et à petit prix ? Qu'est-ce que vous apportez en plus ? Ce qu'on apporte en plus, c'est le rapport qualité-prix déjà. Ça, c'est la priorité. Mais après, si on regarde d'un point de vue éco-responsabilité, écologique,
il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites côté Ouigo. Je pense en éco-conception globalement. Mais on va aller beaucoup plus loin puisque nous avons des nouvelles rames Ouigo, des rames Ouigo nouvelle génération qui vont petit à petit arriver dans notre flotte, dans notre parc. Il y en aura 40 au total et ces rames vont être encore plus éco-responsables puisqu'on en profite pour déjà avoir beaucoup plus de crochets à vélo, donc ce qui va favoriser aussi les déplacements de bout en bout éco-responsables. Donc on aura 8 crochets à vélo par rame et comme donc un Ouigo en général, vous avez 2 rames collées. Donc là, vous allez avoir sur une circulation Ouigo 16 crochets à vélo en tout. On en profite pour revoir complètement les baies qui protègent du soleil avec un nouveau revêtement qui va permettre de beaucoup moins faire en sorte que les rayons du soleil pénètrent dans la voiture, ce qui permet aussi de limiter tous les aspects climatisation. Donc ça, c'est beaucoup plus éco-responsable. Et puis, il y a des innovations. Typiquement, on va recycler les eaux du lave-main dans les toilettes. Voilà, donc recyclage en eau grise, donc autant d'initiatives intéressantes. Beaucoup d'initiatives intéressantes, effectivement. Pour résumer, je dirais que Ouigo est un petit prix pour l'homme et un grand pas pour la planète. C'est un bon ça, résumé. Je l'ai retrouvé sur votre site. C'est un bon résumé, ouais. Merci Jérôme Lafont, directeur général de Ouigo. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Thibaut, notre French Trotter préféré, pour un nouveau reportage en immersion dans le Gers, me semble-t-il. À tout de suite sur Sud Radio. Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Nous voici de retour dans la planète demain sur Sud Radio en compagnie de notre Thibaut National qui va nous parler de la première cantine bio d'Occitanie située dans un petit village du Gers. Et oui, je suis donc dans la cantine de la Grelais, une cantine où on fait pas les choses à moitié. Ici, on est 100% bio, on est en circuit court et en plus, il y a un potager qui est dédié à l'école où on cultive de bons légumes qui sont consommés et cuisinés ensuite ici. Je suis avec Nicolas Miellet, maire de la Grelais, qui est à l'initiative de tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de faire cette cantine? Pour moi, il était naturel de m'orienter vers le bio, étant donné que je suis déjà agriculteur bio depuis plus de 30 ans et que je suis sensible à l'éducation alimentaire de mes enfants. Et d'autant plus qu'on est dans un département pour lequel la gastronomie était quand même dans nos gènes, quoi. Donc, pour moi, c'était évident. Et aujourd'hui, la qualité est synonyme pour moi de bio. C'est une façon aussi de promouvoir l'agriculture bio du département et c'est le rôle des collectivités aussi d'aider nos agriculteurs. Il y a un double intérêt, aider nos agriculteurs et éduquer nos enfants et les nourrir sainement. Parce que l'aspect pédagogique, voilà, les enfants mangent bien, ça leur donne l'habitude de bien manger. Oui, vous avez raison, l'aspect pédagogique est aussi important que la qualité alimentaire parce qu'aujourd'hui, quand on éduque nos enfants à bien manger, on éduque le consommateur de demain. Donc aujourd'hui, c'est pas toujours un travail facile d'éduquer des enfants qui ne sont pas toujours même chez eux, éduqués à manger, parce que des fois, les gens travaillent, on mange simplement au plus vite, et là, on rééduque les enfants à manger des choses différentes, des recettes qui ne sont jamais les mêmes, des goûts qui sont différents. Sur le prix d'un repas, est-ce qu'il y a un surcoût économique quand on passe en 100% bio et en circuit court? J'allais vous dire oui, parce que le bio doit être payé plus cher. Le bio doit être valorisé, nos agriculteurs doivent être valorisés, on ne doit pas rentrer dans le système qu'on a connu depuis 30 ans, de toujours tirer sur l'agriculteur pour nourrir les gens moins cher. Mais malgré tout, je vous dirais non, parce qu'aujourd'hui, en travaillant en circuit court, on arrive à manger au même prix qu'on mangeait en conventionnel autrefois. Donc c'est pas la nourriture qui coûte moins cher, la nourriture coûte plus cher, mais le fait de travailler en circuit court permet de valoriser mieux nos agriculteurs et nous de ne pas manger plus cher. Aujourd'hui, nous, on n'a pas augmenté le prix de la denrée dans l'assiette, je dirais même qu'on l'a peut-être un peu baissé par le circuit court, mais court, très court. Vous êtes allé très très loin dans le côté circuit court, puisqu'il y a un potager qui est à quelques mètres d'ici. Oui, c'était pas forcément une volonté de créer un potager, mais ça a été une évidence car on a identifié les producteurs en circuit court et notre cantine étant une petite cantine de 40 enfants, on s'est aperçu que pour avoir 5 légumes par jour, donc en gros 5-6 kilos de légumes par jour, personne n'allait nous livrer en frais. Donc on en a conclu qu'il fallait produire nous-mêmes les légumes. Justement, est-ce que c'est une idée qui est saine? Est-ce que dans les villages environnants, on suit cette voie? Je pense que le plus grand rôle qu'on peut jouer, c'est d'être, pas l'exemple, mais un exemple. Et pour les collectivités, moi souvent, quand j'ai voulu passer ma cantine 100% bio, je suis d'abord allé voir des gens qui l'ont fait. Je suis allé à Moinsartoux. Le fait de voir que c'était possible ailleurs, je me dis c'est possible pour moi. Et aujourd'hui, le fait de voir que c'est possible chez nous, ça permettra à d'autres communes de le faire.
En tant que maire d'une commune de 600 habitants, le rôle politique qu'on peut jouer au sens noble du terme, c'est de montrer le chemin et c'est de dire si c'est possible, c'est pas forcément plus cher, mais c'est une question de volonté et de choix politique. L'argent, on le met où on veut. On le met sur un rond-point ou on le met dans une assiette. Enfin, pour moi, c'est évident, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de ronds-points à la Grolée. Écoutez, merci beaucoup Nicolas. Et bravo pour ce beau projet, cette belle cantine où on mange bien. J'ai mangé avec vous tout à l'heure. Je me suis régalé, digne d'un restaurant gastronomique. Merci à vous et merci à Sud Radio. Merci Thibault. En tout cas, on peut dire que cette cantine est un exemple concret d'écologie positive. Eh bien, nous sommes de retour dans le studio de Sud Radio où nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Michael Fernandez, président fondateur de Volt & Go, une société qui fait le pari de la mobilité électrique sans permis. Bonjour Michael. Bonjour Christophe, merci de m'accueillir. Grand plaisir. La révolution de la mobilité électrique sans permis arrive en France. Volt & Go a été lancé début septembre 2024, donc il y a très peu de temps finalement. Elle est la première plateforme multimarque en France dédiée aux véhicules électriques sans permis. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça. On est une plateforme multimarque de microcars électriques finalement. On va pouvoir mettre en relation des clients acheteurs, des potentiels clients avec des concessionnaires qui veulent mettre en vente leurs véhicules sans permis électrique, sans passer par d'autres plateformes beaucoup plus généralistes qu'on connaît tous. Alors comment est né Volt & Go ? Alors comment est né Volt & Go ? Moi j'ai beaucoup travaillé, notamment en Île-de-France pendant des années, j'ai beaucoup déménagé pour mes différents emplois. Et j'en pouvais plus, moi, de voir ces gros SUV un peu partout qui correspondent pas finalement à l'usage qu'on va avoir au quotidien d'un véhicule. Et en me documentant, en faisant une étude de marché, on s'est rapidement rendu compte que finalement 70% des déplacements quotidiens peuvent être effectués dans une microcar électrique. Ça suffit largement puisque c'est utilisé par... généralement, on se déplace avec 1 ou 2 personnes dans le véhicule par jour. Et on réalise peut-être 2-3 trajets. Et en moyenne, on roule à 30 km/h. Donc finalement, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un véhicule énorme pour ces trajets quotidiens ou est-ce que ça peut être un véhicule complémentaire du foyer ? Peut-être que c'est une question qu'il faut se poser. Alors, vous parliez de microcars, donc ce sont des véhicules de petite taille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les modèles ? Ouais, alors il existe plusieurs catégories de microcars. Il y a 2 catégories finalement. On a la catégorie, alors c'est un peu technique, hein, mais j'explique un petit peu. On a la catégorie L6E qui sont des véhicules qui roulent finalement à 45 km/h et la catégorie L7E qui sont les mêmes véhicules, finalement peut-être un petit peu débridés, qui roulent à 80 km/h. L6E, on n'a pas besoin de permis, ou on a besoin seulement du BSR, le permis AM qu'on peut passer dès 14 ans. Et L7E sont des véhicules pour lesquels ça nécessite un permis B ou B1 à partir de 16 ans. Alors on voit bien que les comportements évoluent. Selon vous, est-ce que nous avons encore besoin aujourd'hui d'une voiture à tout faire ? Non, clairement. Je connaissais un peu la réponse en fait, hein, à vous entendre. Non, finalement, je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin d'une voiture à tout faire. On a longtemps cherché... Et c'est ce qui se passe encore. On a vu le salon de l'auto dernièrement. On nous présente des véhicules un petit peu mouton à 5 pattes, la voiture licorne électrique qui peut un peu à tout faire. Finalement, est-ce qu'on a besoin de ça ou pas ? Je ne pense pas. Ça restera toujours utile, hein, une voiture électrique traditionnelle. C'est le sens de l'histoire, on va tous y passer, mais ça sera utile. Par contre, est-ce qu'on a besoin dans un foyer de 2 véhicules comme ça ? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, il y a 77% des utilisateurs de microcars électriques qui sont une famille, en fait, finalement. Il y a une voiture traditionnelle dans le foyer et peut-être une microcar électrique à côté pour le conjoint qui a besoin de déplacements peut-être un peu moins loin. Et puis un ado dans la famille qui en a besoin aussi peut-être pour se déplacer, aller voir ses copains, aller au lycée, voilà, comme c'est accessible dès 14 ans. Alors justement, comment ça se développe le marché de la microcar électrique ? Alors c'est un marché de niche toujours, Ouais. c'est moins de 2% des immatriculations en France. Par contre, c'est un marché de niche qui a doublé en quelques années. Et effectivement... il y a une grosse différence avec le marché de la voiture traditionnelle, c'est que l'électrification est beaucoup plus rapide. Dans l'automobile traditionnelle, en 2023, je crois qu'on a 17% de véhicules électriques qui ont été vendus, quand dans la microcar, c'est 40%. On a tous connu la Citroën Ami, hein, c'est vraiment ce modèle-là qui a fait un boom de l'électrique. Et effectivement, le marché s'est complètement retourné depuis l'arrivée de la Citroën Ami en 2020-2021. En 2023, 40% des nouveaux acquéreurs, des nouveaux conducteurs, moins de 18 ans. Alors, quelle est votre première ambition pour satisfaire votre clientèle ? Alors nous, on a une envie, c'est de pouvoir proposer à nos clients, à nos prospects, la possibilité de faire le juste bon choix. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, quand vous n'avez pas de permis, vous êtes obligé quand vous cherchez une voiture sans permis, vous allez finalement au concessionnaire du coin parce que vous n'avez pas de permis, donc fatalement c'est un petit peu compliqué pour faire les démarches. Et donc vous êtes dans une concession traditionnelle qui a peu évolué depuis 15 ans avec un mode de distribution qui a peu changé et qui est monomarque. Nous, on est la première plateforme qui permet de faire un choix entre différentes marques en fonction de ses besoins, donc de son usage,
et de ses moyens finalement. Alors, Volt&Go vise à démocratiser, si j'entends bien, l'accès au VSP en offrant une solution de mobilité écologique, économique et même pratique. Mais pour ce faire, comment votre plateforme se distingue-t-elle des autres ? Alors nous, on propose les mêmes services que dans une concession automobile classique. Vous pouvez faire du financement, vous pouvez faire de la location avec option d'achat, etc. Mais on propose aussi un panel de services à domicile. Donc quand vous achetez chez Volt&Go, vous pouvez acheter un véhicule qui est chez un concessionnaire partenaire qui va être à Bordeaux et vous habitez à Nice, et ben on va vous le livrer à Nice et à domicile. On va vous faire une mise en main à domicile, on va vous expliquer comment il fonctionne de chez vous. Et vous pouvez aussi sélectionner une gamme de services à domicile. Par exemple, on peut venir chez vous une fois par an, envoyer un mécanicien faire votre révision. Si vous avez un souci, on peut envoyer un mécanicien réparer chez vous à domicile. En fait, on est vraiment une société de services aussi. Alors, vous parliez de microcars, vous parliez de développement, et dans le cadre du développement des agglomérations, en France notamment, comment est favorisée en fait la micromobilité ? Alors, il faut savoir qu'il y a des bonus écologiques dans la micromobilité. On l'a dit précédemment, vous l'avez dit, mais il y a différents bonus qui existent. Vous avez le bonus de l'État, donc ça c'est pour tout le monde, comme dans l'automobile traditionnelle, même s'il est beaucoup moins élevé, il est à peu près à 900 € pour un véhicule. Et il y a des régions qui développent des bonus écologiques pour les communes ou pour les professionnels. Par exemple, en Ile-de-France, on a un bonus de 1 500 € qui se cumule avec le bonus de l'État de 900 € pour les professionnels, mais aussi à destination des communes. Alors, il faut que ça se démocratise, parce qu'aujourd'hui, seule l'Île-de-France propose ça. Mais vous pouvez cumuler sur un véhicule 900 € plus 1 500 € de bonus écologique quand vous êtes une commune en Île-de-France de moins de 10 000 habitants. Alors, il y a d'autres petits critères. Et effectivement, nous, on propose aussi des véhicules utilitaires électriques pour les mairies, par exemple, les paysagistes et des choses comme ça. Depuis 2020, le marché des véhicules sans permis connaît une croissance exponentielle. En 2023, plus de 50% des véhicules sans permis vendus étaient électriques. Et cette tendance continue de se renforcer. Volt&Go se positionne-t-elle comme leader sur ce marché en pleine expansion ? Alors on aimerait. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Vous l'avez dit, l'entreprise est assez jeune. En tout cas, c'est notre souhait. On veut se positionner comme la référence pour choisir sa microcar électrique. Alors justement, pour ce faire, quelle valeur mettez-vous en avant dans la mission que vous êtes donnée ? Alors nous, c'est vraiment la transparence qui va jouer. Nos équipes commerciales ne sont... C'est tout bête, mais je vais être très transparent avec vous. Encore une fois, c'est une des valeurs, donc tant mieux. Nos équipes commerciales ne sont pas commissionnées sur les ventes. L'objectif, c'est vraiment de trouver le véhicule qui correspond aux besoins du client et lui proposer de faire le choix qui va correspondre à ce que lui va en faire au quotidien, justement pour éviter d'avoir ce sentiment de voiture à tout faire, etc. C'est vraiment, j'ai un besoin qui correspond à un usage, et cet usage correspond à un modèle qu'on va pouvoir lui proposer. Alors vous entendiez tout à l'heure Jérôme Lafont, directeur général de Ouigo. Vous aviez peut-être une question à lui poser, parce qu'on a parlé du dernier kilomètre. Allez-y, on vous écoute, oui. Et on va lui laisser la parole aussi pour répondre à votre question. En fait, nous, on est en train de se poser une question existentielle dans l'entreprise. Donc on existe depuis quelques mois, et effectivement, on fait que de la vente. On a énormément de demandes de location courte durée, et notamment pour des utilisateurs de Ouigo ou de SNCF. Vous l'avez dit tout à l'heure, les trajets, c'est de ville à ville. Qu'est-ce que vous proposez pour que le client, finalement, quand il arrive dans sa ville de destination, il puisse continuer de se déplacer ? Alors, côté Ouigo, aujourd'hui, on ne propose rien de particulier. C'est-à-dire, on n'a pas de mode de transport de préférence qui est recommandé par la suite. Après, les gares SNCF travaillent de plus en plus ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire la capacité de pouvoir avoir accès à soit des vélos, des voitures de location, etc. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut effectivement regarder dans le cadre de votre initiative également, parce qu'il y aura de plus en plus effectivement de clients, et c'est vraiment le sens de l'histoire, qui vont rechercher de bout en bout, c'est-à-dire de leur domicile jusqu'à l'arrivée, des moyens de transport de plus en plus décarbonés de toute façon. Donc c'est très intéressant de voir ces initiatives. Merci en tout cas Jérôme Lafont pour votre réponse. Merci beaucoup Michael Fernandez, président fondateur de Volt&Go. Nous nous retrouvons dimanche prochain sur Sud Radio dans La Planète Demain à la même heure et avec de nouveaux invités. À très vite, à bientôt. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.